Bonjour à notre auditoire et bienvenue à cet épisode du balado Les humains derrière la recherche en soins palliatifs, qui sera co-animé par Marie-Joëlle Tremblay et moi-même, Louis Plourde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Lavoie, qui est juriste et éthicien. Doté d'une formation pluridisciplinaire en droit, en éthique clinique, en pédagogie et en sociologie, il a effectué des séjours de recherche à l'Université d'Oxford, à l'Université de Londres et à l'École pratique des hautes études à Paris. Il est récipiendaire de nombreuses bourses et distinctions, dont la prestigieuse bourse postdoctorale Banting. Notre invité est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et co-directeur de son centre de recherche Société, droit et religion, chercheur au centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine et au centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, en plus d'être co-chercheur au consortium interdisciplinaire de recherche sur l'AMM et membre régulier du RQS-PAL. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux éthiques et juridiques qui traversent les soins palliatifs, la pédiatrie et les contextes de grande vulnérabilité. Son approche interdisciplinaire et empirique interroge les tensions entre le pluralisme des valeurs, les normes juridiques et les pratiques cliniques, telles qu'elles se manifestent dans les modalités de partenariat entre soignants, patients et familles, là où les cadres institutionnels et législatifs rencontrent les réalités humaines. Bonjour Bertrand et merci d'avoir accepté de prendre le temps de venir discuter avec nous. Bonjour Louis, bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Pour amorcer notre échange, pourrais-tu nous retracer les grandes lignes de ton parcours en mettant l'accent sur ce qui t'a conduit à t'intéresser aux enjeux éthiques et juridiques dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie? Oui, en fait, ça a commencé cet intérêt-là pour les soins de fin de vie, les soins palliatifs, lorsque j'ai fait mon premier postdoctorat en droit, où je m'intéressais aux enjeux qui sont en lien avec les accommodements pour motifs religieux aux urgences. Donc, en fait, au départ, ce n'était pas un intérêt de recherche en lien avec les soins de fin de vie ou les soins palliatifs, c'était vraiment sur la gestion d'un marqueur de diversité ou de pluralisme, qui est le marqueur religieux, dans les soins d'urgence. Donc, c'était vraiment ça mon interrogation de départ, c'est-à-dire que j'avais vraiment été marqué par les enjeux publics au Québec sur la diversité, le pluralisme, les enjeux de gestion du religieux qui, autour de 2005, 2006, 2007, étaient vraiment dans l'espace public. Je crois que 20 ans plus tard, ça l'est toujours. Bon, oui. C'est un autre sujet. Et donc, mais quand j'ai pris la peine de m'intéresser à ces enjeux-là, je me suis dit, il faudrait que j'aille sur le terrain. Donc, j'ai entrepris ce qu'on appelle une ethnographie juridique. Donc, c'est une particularité, c'est-à-dire c'est une façon de concevoir l'analyse et la collecte de données qui consiste à aller sur place. Ce qui se fait quand même régulièrement dans beaucoup d'autres sciences sociales, en particulier en anthropologie, mais en droit, c'est quelque chose qui est assez peu commun. Il y a quelques chercheurs en droit qui le font, des ethnographies juridiques, mais ça consiste à aller sur le terrain et à voir comment des acteurs, donc des médecins, des infirmières ou d'autres personnels dans une salle d'urgence, interprètent les normes et interagissent avec des patients par rapport à ces normes. Donc, au départ, c'est un enjeu qui était vraiment en lien avec la diversité culturelle, la diversité religieuse. Et je me suis rendu compte, en fait, rapidement que les situations qui étaient en lien avec les soins palliatifs et les soins de fin de vie étaient un peu particulières et m'interpellaient particulièrement, ou m'interpellaient davantage parce que c'est des situations où, en guillemets, on prenait un peu plus le temps. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus un accent qui était mis, placer la focale sur la personnalisation du soin, où la dimension sociale était très importante. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas dans d'autres situations, mais c'est comme si on avait beaucoup plus la frontière entre le clinique, le juridique, où toutes les frontières étaient brouillées et il y avait comme un aspect en fait très transversal à une situation qui est liée aux soins palliatifs, aux soins de fin de vie, et en particulier avec les enfants. Donc là, au départ, cette recherche-là, ce n'était pas concernant forcément les soins pédiatriques. Et je me suis rendu compte qu'avec les enfants, il y avait une complexité
sur le plan juridique d'abord, puisque l'enfant est un peu une personne un peu particulière sur le plan du droit, c'est-à-dire que d'une part, on veut reconnaître son autonomie, mais d'autre part, on veut aussi la protéger. Donc, on va limiter son autonomie en plaçant beaucoup de protection. Et d'autre part, il y a les parents qui vont toujours être présents et qui vont projeter sur l'enfant des valeurs, des façons de faire. Et ils ont par ailleurs le droit de le faire. C'est un droit constitutionnel au Canada. C'est reconnu, il y a une liberté parentale. On a des choix. Les parents peuvent choisir pour les enfants. Mais ce qui est particulier aussi avec les enfants, c'est que les soignants vont aussi projeter, en fait, leur propre conception de ce que c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, à partir de là, de mon premier post-doctorat en droit, ça n'a pas porté sur ça, sur cet aspect-là, des soins de fin de vie, des soins palliatifs, mais ça m'a conduit à faire une seconde recherche où là, je me suis vraiment intéressé plus particulièrement à des soins pédiatriques critiques, donc des soins intensifs pédiatriques en hémato-oncologie pédiatrique ou en néonatologie, où les situations où les parents refusaient les traitements. Donc, encore une fois, c'est comme un biais en droit. Là, on s'intéresse aux situations quand ça ne va pas bien, là, où on essaie de prévenir, en fait, ces situations-là. Donc, je me suis intéressé à ces situations-là où les parents refusaient des soins. Les médecins considéraient que c'était la chose à faire. Il faut aller dans cette direction-là. Donc, j'ai aussi fait une seconde ethnographie pour voir comment est-ce qu'on interprétait l'intérêt de l'enfant, comment est-ce qu'on percevait la dimension religieuse des parents, comment est-ce qu'on réussissait ou pas à dénouer le désaccord. Et la plupart des situations où il y a des refus de traitement pédiatrique dans des soins critiques ou des soins avancés, ça concerne soit des soins palliatifs ou des soins de fin de vie. Je donne quelques exemples. En hémato-oncologie pédiatrique, les médecins considèrent qu'un nouveau cycle de chimiothérapie, en guillemets agressive ou qui ont une visée curative, n'est plus indiqué. On devrait présenter aux parents, on organise une rencontre avec les parents pour réorienter les soins vers des soins palliatifs pédiatriques. Les parents refusent, puis on peut les comprendre, ils veulent poursuivre les soins à visée curative, donc ils vont refuser le plan de traitement. Ça s'intéresse, moi je m'intéresse dans mes travaux à cette situation-là. Un autre exemple, les médecins ou l'équipe clinique considère qu'on doit extuber un enfant qui est inconscient sans avoir la possibilité de le réintuber s'il y a une détérioration de l'état de santé. Les parents refusent, veulent avoir la possibilité de réintuber l'enfant pour justement avoir cet espoir-là d'aller vers une perspective curative et donc vont se refuser les soins. Donc, en droit québécois, pour autoriser un soin où les parents refusent, il faut s'adresser au tribunal. Donc, mes travaux de recherche portent en ce moment sur ces situations-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on passe au tribunal, comment est-ce qu'on pourrait ne pas y aller aussi. Donc, ça tourne autour de ces situations-là. Donc là, je vous ai fait un parcours, j'ai été rapide, là, mais j'ai été sinueux, mais c'est ce qui m'intéresse en ce moment-là. C'est des recherches en droit, et évidemment, la dimension éthique, elle est très importante. Moi, j'ai fait un micro-programme en éthique clinique pendant mon deuxième postdoctorat en droit. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à m'intéresser à cette situation. C'est très intéressant tout ça, puis je trouve vraiment pertinente l'approche ethnographique que tu as employée dans le cadre de tes recherches en droit, qui viennent éclairer des dimensions humaines et relationnelles, des différents enjeux à la fois cliniques, éthiques et par extension juridiques, qui peuvent émerger dans les types de situations comme celles que tu nous as décrites. Donc, sont très nuancées et surtout très délicates. Moi aussi, honnêtement, c'est ça qui me marque le plus là, avec ce que tu dis, c'est quand même à quel point tu travailles tellement dans des zones grises, tu sais, des endroits où est-ce que justement il y a tellement d'enjeux différents, tu sais, autant la volonté des parents, mais aussi l'expertise des cliniciens, des cliniciennes. Puis je me dis, ça doit d'être sur le terrain dans ces enjeux-là, ça doit amener tellement de complexité, puis disons de problèmes ou de défis plutôt à relever.
Est-ce qu'il y en a des défis comme ça dans ta pratique ou dans ton parcours que tu aurais envie de nous parler? Oui, ben c'est ça, c'est que de manière générale, quand on fait de la recherche en droit, il y a une dimension normative qu'on ne peut pas évacuer. C'est-à-dire que on a le réflexe de se dire que les conduites humaines devraient être à l'image de ce qui est prévu dans les normes. Mais on se rend compte rapidement dans ces situations-là que, certes, la loi est un horizon normatif qui est incontournable. Mais parfois, la loi a ses limites, les normes ont ses limites, puis qu'il peut arriver qu'il faut en fait accepter l'aspect très désorganisé de la vie humaine. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on fait de la recherche en droit, mais peut-être dans d'autres domaines aussi, c'est qu'on veut organiser la réalité pour mieux la comprendre. Donc, c'est ça l'idée quand on fait de la recherche, c'est qu'on veut rendre intelligible une réalité ou des réalités, des conduites, des phénomènes. Et donc, en ayant ce postulat-là, c'est-à-dire ce point de départ qui est souvent partagé par beaucoup de chercheurs, c'est-à-dire à quoi servent mes travaux, c'est à mieux comprendre une réalité, à rendre intelligible une réalité. Mais le défi, c'est que lorsqu'on veut rendre intelligible cette réalité, c'est qu'on peut avoir tendance à plaquer sur cette réalité des cadres interprétatifs qui rendent plus intelligible cette réalité, mais qui, justement, ont le défaut, dans cette démarche-là, de vouloir comme imposer à une réalité, à des conduites, une façon de comprendre le monde, à lisser un peu les nuances, à mettre de côté des détails qui ne rentrent pas dans nos schémas interprétatifs. Et donc, ça prend quand même du temps. Et moi, ça a été un des premiers apprentissages que j'ai fait lorsque j'ai fait une ethnographie, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne comprend rien au début. Que c'est comme, c'est ça, c'est comme, tout est mélangé, tout est c'est tellement difficile à comprendre, il y a tellement de choses qui nous apparaissent contradictoires, il y a des personnes qui nous disent ça, finalement, ils font autre chose. Donc, il y a comme on se sent perdu devant une réalité qui est infiniment complexe, mais il faut accepter, en fait, de se faire un peu submerger par cette complexité parce que c'est une posture du chercheur qui va justement essayer de comprendre la réalité, mais à partir de ce qu'elle nous offre, et non pas une approche qui va de haut en bas en voulant plaquer sur une réalité des schémas interprétatifs. Donc, ça prend du temps, en fait. Puis il faut accepter ce malaise-là de se dire j'ai fait toutes ces études universitaires, puis je ne comprends pas plus. Mais parce que la réalité, elle est complexe, puis surtout quand on est dans un hôpital pour enfants, où il y a, par exemple, des médecins qui vont avoir des tours de garde différents et donc qui, à chaque fois, vont reprendre une histoire, qu'il y a des parents qui vivent, en fait, des réalités très éprouvantes. Il y a une fratrie qui est à la maison. Un des parents doit laisser le travail. En même temps, s'ils ont des croyances religieuses, les croyances religieuses vont évoluer durant le parcours de soins. D'autre part, les parents expriment un certain nombre de choses, font parfois des choses différentes. Il y a des médecins qui se disent, moi, mon patient, c'est l'enfant, c'est pas les parents. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais attention, on ne peut pas mettre les parents de côté, ça va ensemble. Donc, tout ça est très... en fait, c'est un peu un chaos qui s'organise de lui-même. Et donc, il faut accepter en tant que chercheur que notre compréhension va être imparfaite et par la suite, même nos interprétations qu'on fait à travers nos résultats de recherche vont être imparfaits puisque la réalité, elle est presque inaccessible. Là. Et là, je ne parle même pas des histoires humaines derrière. Je parle juste de la réalité telle qu'elle se présente dans un tout. Mais en plus, les histoires humaines sont
pratiquement inaccessibles pour quelqu'un qui ne les vit pas. Donc, on peut s'y approcher, surtout des parents qui accompagnent un enfant gravement malade, des médecins qui soignent, des équipes complètes. Donc, on peut s'approcher, on peut prétendre avoir été un peu plus près de ces histoires-là, mais en admettant humblement que parfois on n'y comprend pas grand-chose. Ben, de ce que j'entends aussi, c'est beaucoup à quel point c'est important de rester flexible et humble dans notre posture de chercheur, parce qu'après ça, c'est d'arriver, surtout en clinique, devant une infinité de situations complexes qui nous amènent justement à avoir notre petit test dans ces situations-là. Puis j'allais dire à peu près la même chose, que on se retrouve vraiment dans un terrain de compromis entre les tendances plus normatives du système de santé, dans l'éthique et dans l'aspect juridique. Et on demeure toujours dans un contexte qui est laïque dans la société québécoise. Mais quand on regarde sur le terrain la réalité humaine des familles, des parents, sans oublier les soignants, ben, on observe quand même une grande diversité de valeurs, qu'elles soient religieuses ou pas, mais qui peuvent être quand même assez profondément ancrées. Est-ce que tu as été témoin de situations où justement la flexibilité ou le compromis était difficile à atteindre? Oui, bien, sur le plan plus macro, puis après je vais donner un exemple très concret, c'est que effectivement, Louis, tu l'as bien souligné, c'est-à-dire que la société québécoise traverse un processus important de sécularisation dans la population. Il y a de moins en moins de gens qui adhèrent à des croyances religieuses affirmées et de pratiques. Et d'autre part, on a des institutions qui se laïcisent. Ça ne veut pas dire que les individus ne partagent plus de valeurs, mais pour prendre un peu le jargon en théorie sociale, c'est que les individus vont avoir des valeurs qui vont être tournées vers une forme d'immanence. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la vie sur Terre, c'est le parcours qu'on va faire dans notre vie, donc qui commence avec notre naissance et qui se termine avec notre mort, contrairement à des valeurs transcendantales où on va avoir beaucoup d'importance sur une entité qui est à l'extérieur de notre vie. Et donc, en ayant des valeurs familiales, sociales et même des soignants qui ont des valeurs très fortes, immanentes, donc ce qui va être important, c'est le parcours de vie. C'est ça qui va être important. Et ce qui est particulier avec un enfant, et ce qui est d'autant plus dramatique avec un enfant gravement malade, quand on partage des valeurs immanentes, c'est aussi grave quand on partage des valeurs transcendantales, mais ça, c'est une autre situation. Quand on partage des valeurs immanentes, c'est qu'on trouve que c'est injuste, puisque cette personne qui est très jeune n'a pas eu la chance d'avoir un parcours de vie plus étendu. Étant donné qu'on considère que fondamentalement, ce qui est le plus important, c'est le parcours sur la Terre, le parcours de vie, on trouve ça injuste qu'une personne ait eu moins de parcours que d'autres. Donc ça, c'est la particularité aujourd'hui des soins pédiatriques qui sont partagés qui sont vécus dans une société séculière comme celle du Québec. Ce qui fait en sorte qu'il y a une distinction importante à faire avec des personnes âgées inaptes. Oui, il y a des similarités entre un très jeune enfant et des personnes âgées inaptes ou des personnes adultes inaptes sur le plan du droit ou même sur le plan éthique, c'est-à-dire qu'on va avoir des proches qui vont agir au nom d'eux, qui vont avoir comme un proxy, donc ils vont agir soit dans l'intérêt du patient ou dans l'intérêt de l'enfant. Mais cette distinction-là est très importante et c'est-à-dire que l'enfant, il y a une injustice du fait qu'il n'a pas eu sa chance de vivre ça. Et donc, vient avec ça beaucoup de difficultés à accepter, à admettre, d'aller vers des soins palliatifs. Donc, ça, c'est vraiment une particularité parce que pour beaucoup de personnes, puis ça, c'est pas caractéristique des enfants, mais ça l'est aussi pour les adultes, puis ça, vous le savez très bien. C'est-à-dire que quand on dit soins palliatifs, on associe à soins de fin de vie. Donc, ça, c'est clair. Et donc, il y a même certains hôpitaux au Québec, par exemple l'hôpital Sainte-Justine,
où on a changé le nom de l'équipe de soins palliatifs pour appeler l'équipe Espoir. Parce que lorsqu'on présentait, c'est entre autres, de plusieurs raisons, mais c'est une des raisons, lorsqu'on présentait à la famille, est-ce que vous voulez rencontrer l'équipe de soins palliatifs, il peut y avoir une réticence du fait que c'est associé à mon enfant va mourir. Alors que dans le milieu pédiatrique, les soins palliatifs peuvent être très longs et parfois peuvent être très tôt, très tard, peuvent être sur plusieurs années même. Donc, la situation est assez différente. Et donc, ça vient justement à une situation, Louis, tu mentionnais une situation qui peut être un peu plus confrontante. Bien, il y a une des situations, en fait, qui a été observée dans une des recherches où, justement, il y avait la notion d'espoir qui était exprimée par des parents. Et il y avait une situation où un médecin a eu, en fait, une lumière, en fait, une brillante idée de réinterpréter ce que ça voulait dire un espoir. Donc, c'était un cas où une jeune maman venait d'accoucher et il y avait des discussions anténatales. C'était très clair que l'enfant allait décéder à la naissance. Là. Donc, c'était très clair. Donc, il y avait une condition médicale très sévère. Et la maman en discussion anténatale avait comme compris sur le plan de la raison, sur le plan intellectuel, avait compris la situation, avait accepté la situation. Par contre, lorsque l'enfant est né et qu'on lui a mis son enfant dans les bras, ça a changé pour elle. Elle l'a regardé, elle l'a vu, elle l'a senti, elle l'a touché. Et donc là, elle a posé la question au médecin, est-ce qu'il y a un miracle? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'un miracle est possible? Et le médecin a eu cette brillante idée de dire, et le miracle, c'est la situation présente. C'est le fait que votre enfant soit avec vous en ce moment. C'est que votre enfant s'est battu pour ces quelques heures-là pour venir vous voir dans vos bras, pour venir vous rencontrer. Et donc, profiter de cette rencontre-là, c'est ça le miracle. Et la maman, elle a été comme subjuguée, moi d'ailleurs, qui était dans la chambre, par ces paroles-là. Et l'enfant est décédé moins de 2 heures plus tard dans les bras de sa mère. Donc ça, c'est une situation où les médecins, même si ça va être une personne qui va se dire par ailleurs athée ou va avoir des griefs très forts par rapport aux grandes religions du monde, quand tu fais des entrevues avec ces médecins-là, mais dans une situation de fin de vie, c'est comme si étaient levés ces griefs-là, étaient levés tout ce qu'on peut reprocher aux grandes églises ou aux grandes traditions religieuses, et que là, il y avait un partage de la croyance. Dans ce cas-ci, c'était une mère qui était catholique. Et qu'on pouvait utiliser un vocabulaire. J'ai vu même des cliniciens qui participaient à des rituels de fin de vie, qui participaient à des prières, qui utilisaient un vocabulaire religieux alors qu'eux-mêmes ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est une situation qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des recherches comme celle que je mets. C'est vraiment touchant, c'est vraiment prenant comme type de situation. Évidemment, ça demande une certaine habileté, puis surtout une sensibilité de la part des soignants. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu plus à toi. Donc, ton profil est vraiment interdisciplinaire et tu occupes plusieurs rôles qui sont à la croisée de la recherche, de l'enseignement et de l'engagement institutionnel. Donc, on se demande comment est-ce que tu parviens à composer avec toutes ces responsabilités-là, tout en préservant une forme d'équilibre dans ta vie personnelle? C'est une excellente question, en fait, là, puis la réponse est assez classique, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça tout seul d'abord. Donc, ça prend une équipe. Donc, que ce soit avec le centre de recherche, que ce soit avec les différents projets de recherche. Moi, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je m'entoure de personnes que je trouvais plus intelligentes, plus sensibles, plus merveilleuses que moi-même. Donc, ça, c'est une des clés, c'est-à-dire de s'entourer, de ne pas avoir la crainte. Et parfois, dans le milieu universitaire ou de la recherche, c'est très axé, malheureusement, sur la compétition ou la concurrence. Et moi, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, je vais m'entourer de personnes que je trouve meilleures que moi. Et donc, ça va permettre de faire plus de choses. Par exemple, pour en nommer qu'une, je travaille depuis plusieurs années avec Dr. Nathalie Gaucher.
qui est aussi chercheur, si je ne m'abuse, au RQSPAL, donc avec qui on travaille, on peut partager. Donc ça permet en fait de réussir à faire un certain nombre de choses. Le deuxième élément assez important, ben, ça c'est caractéristique à moi, c'est que je suis quelqu'un de très organisé. Donc, moi, je suis très. J'aime beaucoup la planification, l'organisation. Quand on fait des rencontres, souvent, c'est moi qui va être responsable de l'ordre du jour, des choses comme ça. Donc, tu sais, avoir une organisation. Puis, troisièmement, c'est sûr que d'avoir un soutien dans le privé, c'est-à-dire famille, enfants, avoir aussi des personnes qui comprennent, des proches qui comprennent ce qu'on fait. Ça, c'est très important, ce qui est mon cas également. Donc, ça permet, en fait, ces trois éléments-là de tempérer, en fait, puis d'avoir une forme d'équilibre. Ouais. C'est un beau triangle. Un triangle qui est des fois dur à tenir, mais quand on y arrive, c'est assez soutenant. Oui, il y a des moments de l'année où c'est moins évident que d'autres, là, mais de manière générale, ça se passe bien. Oui, de notre côté, on connaît les fins de session, puis... C'est ça. Ouais, pour les chercheurs, c'est les dates de tombée de programmes pour les subventions de recherche. Là, là, ça, c'est les moments c'est nos fins de session. Puis, on a parlé là, quand même de plusieurs sujets qui sont quand même, disons, très chauds dans l'actualité, là, de diversité religieuse, de laïcité, puis tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je trouve présentement que ça bouge tellement vite dans les nouvelles, dans ce qui se passe. Donc, j'aurais envie de te demander, selon toi, présentement, c'est quoi les enjeux et les débats là, actuels dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie qui mériteraient qu'on leur porte attention? C'est sûr que là, moi, je suis dans un groupe de recherche qui s'intéresse à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est sûr que c'est toujours un sujet qui est important. Tout ce qui est demande anticipée également, il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Moi, je m'intéresse plus particulièrement sur l'admissibilité éventuelle pour des mineurs. Donc, il y a certaines juridictions où c'est autorisé. Il n'y en a pas beaucoup. On peut nommer, par exemple, les Pays-Bas ou la Belgique. Mais il y a très peu de cas. C'est sûr que c'est toujours une interrogation parce qu'avec des mineurs, il y a toujours effectivement l'idée que ça va être une autre. D'une part, c'est une autre personne qui prend la décision pour un autre. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions qui sont plus irréversibles que d'autres. L'aide médicale à mourir, c'est par définition irréversible. Et la distinction à faire avec des personnes adultes inaptes, c'est qu'avec une personne adulte inapte, il y a toujours souvent la possibilité de s'appuyer sur des volontés initiales. Donc, on est toujours avec la grande valeur de l'autonomie de la personne. Puis ça, c'est une des valeurs cardinales à la fois en éthique clinique, mais également en droit québécois, c'est-à-dire l'autonomie de la volonté, c'est vraiment une valeur importante. Et donc, avec des enfants, peut-être qu'avec des adolescents, on peut avoir cette analogie de l'autonomie, mais je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'interrogations à ce sujet. Puis l'autre élément, c'est la notion d'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que surtout pour des jeunes enfants, très jeunes enfants, l'intérêt de l'enfant est souvent vu par autrui, que ce soit les parents, que ce soit les médecins, que ce soit les proches. Donc, on en est toujours à essayer de comprendre cette notion-là. En droit québécois, mais dans d'autres juridictions également, et sur le plan du droit international, on doit associer l'intérêt de l'enfant avec cette valeur-là de l'autonomie. Et à juste titre, puisque avec les années, on s'est rendu compte qu'il y avait des abus qui étaient faits des enfants, donc on a voulu protéger le droit des enfants. Par contre, il y en a aussi qui critiquent cette notion-là, qui est très libérale, qui est très autonomiste, qui est très associée à une vision adulte de la personne, et d'autres vont plutôt proposer de s'intéresser à l'autonomie relationnelle de l'enfant, de voir comment est-ce que l'intérêt de l'enfant peut difficilement, en fait, se détacher des parents.
Puis ça, on le voit quand il y a un parcours de soins, surtout les longs parcours de maladies graves, où il va y avoir un des deux parents, le plus souvent c'est la mère, qui va rester presque toujours au chevet de l'enfant. Et à un moment donné, là, entre la mère et l'enfant, on est incapable, très difficilement, c'est difficile de départager où commence l'identité de un et où commence l'identité de l'autre. C'est comme la mère, c'est son enfant, l'enfant, c'est sa mère, c'est comme une même personne. Mais le droit est incapable de comprendre, ou très difficilement capable de comprendre cette réalité, puisqu'il est basé sur la philosophie libérale de chaque personne, de son autonomie de la volonté. Donc ça, je pense que je n'ai pas de solution aujourd'hui pour ça, mais c'est plus des réflexions pour voir que parfois, nos cadres normatifs correspondent mal à ce que les gens vivent. Ben, ça révèle des réalités qu'on ne voit pas si on n'est pas directement sur le terrain. Fait que c'est quand même vraiment intéressant que vous nous fassiez remarquer quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer sinon, là. C'est un paquet de sujets aussi qu'on aurait pu approfondir facilement pendant 1 heure ou 2. Mais il est venu le temps de se tourner vers notre dernière question. En conclusion, est-ce qu'il y a des conseils ou des pistes de réflexion que tu aimerais transmettre aux étudiants et aux jeunes chercheurs qui nous écoutent, qui désirent s'impliquer dans le milieu des soins palliatifs et de fin de vie? Oui, c'est la question la plus difficile. Et puis, je pourrais aller dans plusieurs directions. C'est sûr que de manière générale, faire des recherches universitaires ou faire des recherches au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, il y a toujours un enjeu de solitude, peu importe le domaine. Donc, ça, c'est important de créer des réseaux, en fait, d'occasions d'échange entre des personnes étudiantes qui vivent un peu la même réalité. Il y a des initiatives sur ça, donc ça, c'est vraiment très important. Avec ce domaine-là, c'est-à-dire les soins palliatifs, les soins de fin de vie, je dirais qu'il y a comme c'est un équilibre à trouver entre comme un intérêt, on veut se rapprocher, comme je le mentionnais, des histoires humaines, mais, et là c'est ma posture, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais on ne peut pas, pour moi, aller trop loin dans l'accompagnement de ces histoires humaines. Parce que sinon, on se laisse emporter par ça. Et on doit faire un travail, c'est celui d'être chercheur. On ne vit pas à la place des personnes ce qu'ils vivent. Ce ne sont pas nos enfants qui sont malades. Ce ne sont pas nos proches qui sont malades. C'est un contexte d'étude. C'est un contexte de recherche professionnelle. Mais en même temps, on ne peut pas non plus être insensible et c'est impossible. En tout cas, je ne connais pas personne qui réussit à faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un équilibre entre à la fois faire une recherche sur des êtres humains en étant un être humain, mais faire de la recherche. C'est-à-dire garder la tête froide, même si ce n'est pas évident. Mais garder la tête froide, ça ne veut pas dire qu'on fait des recherches froides. Donc, je fais cette distinction-là, c'est-à-dire agir avec humilité, avec sérieux, avec rigueur, parce que c'est ça, en fait, je pense que la meilleure contribution qu'on peut faire, c'est de faire des recherches qui ont une qualité scientifique de haut niveau, parce que mieux comprendre la réalité, c'est un premier pas pour la transformer. Ça donne envie de faire de la recherche, ça. Merci beaucoup, Bertrand. Honnêtement, en tout cas, je ne sais pas comment tu te sens, Louis, mais moi, ça m'a inspiré, ça redonne le goût de faire de la recherche, en tout cas dans mon cas. Fait que merci beaucoup du temps que tu nous as donné. Merci de ton partage, de nous avoir parlé de ton parcours qui est vraiment diversifié et en tout cas inspirant. On te souhaite une belle continuation pour tous les projets que je me doute qui vont s'en venir. Et ben merci beaucoup, Louis, aussi, d'avoir co-animé cet épisode avec moi. Et puis, finalement,
merci à vous, les auditeurs, de nous avoir encore accompagnés dans cette belle conversation. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et je vous encourage à être des nôtres pour notre prochain épisode où on découvrira d'autres beaux humains qui sont derrière la recherche en soins palliatifs et de fin de vie.